quête de bon sens, une émission du Plumeau. C'est peut-être une forme de bon sens. Là aussi, il faut du bon sens. C'est du bon sens. Le bon sens? Mais de quoi parle-t-on au juste? Sagesse, raisonnement, prudence. Ou tout simplement une évidence partagée par le plus grand nombre? Quoi qu'il en soit, nous allons partir à sa recherche. Je m'appelle Alix. Je m'appelle Adélaïde. Et nous tendons le micro chaque mois à un invité pour aborder un sujet de société. Pompiers caillassés, PMA sans père, indulgence pour les squatteurs et mobilisation pour le droit des animaux, assiste-t-on à une inversion des valeurs? C'est le thème de ce 3e podcast Société du Plumeau. Parce qu'il est difficile de parler des valeurs sans les définir, nous donnons aujourd'hui la parole à Thibaut Collin, professeur de philosophie et spécialiste des questions morales et politiques, pour éclairer nos lanternes et pourquoi pas nos valeurs. Bonjour Thibaut Collin et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Plus de droits pour les animaux, moins pour les enfants, la France a la tête en bas. C'est le titre d'une tribune écrite par le maire de Béziers, Robert Ménard, dans les colonnes de Valeurs Actuelles il y a quelques semaines. Il y fustige ce qu'il appelle une inversion des valeurs. Face aux sacro-saintes vertus de tolérance et de respect, la justice et le droit de l'enfant se retrouvent bien souvent bafoués. Thibaut Collin, partagez-vous ce constat d'une inversion des valeurs et si oui, de quand la datez-vous dans l'histoire de l'Occident ? Oui, globalement, je partage l'opinion de Robert Ménard dans cette tribune, mais il me semble qu'il est nécessaire de prendre un peu peut-être de recul et d'interroger déjà ce terme de valeur qui semble être un terme dont on connaît tous la signification et qui, à mon avis, participe de la crise de société dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi ? Parce que finalement, poser les questions morales et politiques en termes de valeurs comme nous le faisons depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, c'est pas tout récent, mais c'est particulièrement fort aujourd'hui. Donc, réfléchir à partir de la notion de valeur, c'est en fait valider toutes sortes de présupposés, notamment le fait qu'une valeur ne vaut que en raison du choix que je fais de cette valeur. Autrement dit, d'une certaine manière, le concept même de valeur, et c'est Nietzsche qui, d'une certaine manière, a manifesté ce point, le concept de valeur est en fait symptôme de l'époque du nihilisme, comme dit Nietzsche, donc dans les années 1880, donc vous voyez que c'est pas tout récent, et il désigne le nihilisme, cette époque qu'il voit apparaître en Europe, comme alors cette fameuse proposition de Nietzsche, les plus hautes valeurs se dévalorisent. Les plus hautes valeurs se dévalorisent. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les plus hautes valeurs se dévalorisent ? En fait, ça veut dire qu'elles apparaissent justement comme étant des valeurs. Et qu'est-ce que c'est qu'une valeur, si ce n'est finalement quelque chose qui est soutenu à bout de bras par l'être humain. Alors, pas forcément juste l'individu, ça peut être des groupes humains, ça peut être des sociétés, ça peut être des communautés, mais ça peut être aussi bien sûr tel ou tel individu. Et finalement, comme je disais à l'instant, la valeur n'a de poids que parce que je lui donne moi-même comme poids. Et dans ce cas-là, on comprend que raisonner déjà en termes de valeur, c'est finalement déjà valider que le monde social est traversé par des valeurs différentes et que dès lors, pour certains, telle chose va être une valeur, pour d'autres, ça va être telle autre valeur. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'il y ait des inversions de valeurs, que ce qui valait à une certaine époque ne vaut plus à une autre. Et ce que décrit Robert Ménard, c'est effectivement le déploiement du nihilisme diagnostiqué par Nietzsche il y a presque 150 ans, où finalement, chacun y va de son système de valeurs. Et effectivement, il y a des conflits de valeurs, mais on est dans une sorte de confusion énorme parce qu'on refuse en fait d'aborder les choses non pas en termes de valeurs, mais en termes de bien, en essayant de discerner par la raison ce qui est bon, objectivement bon pour l'être humain, pour la société, pour la famille, etc. Et donc, si on suit votre raisonnement sur Nietzsche et le fait que chacun a un peu sa jauge pour les valeurs, finalement, il n'y a aucune limite à ce processus d'inversion des valeurs. Oui, parce que comme le dit Max Weber, non pas disciple, mais qui a été assez inspiré par Nietzsche, Max Weber, dans plusieurs ouvrages, notamment dans un petit ouvrage assez célèbre qui s'appelle Le savant et le politique, qui sont des
des conférences qu'il a données à la fin de la guerre de 14. Max Weber souligne le fait qu'il y a ce qu'il appelle le polythéisme des valeurs, et que le polythéisme des valeurs, c'est en fait que chacun ou chaque communauté a son système de valeurs, mais encore une fois, sur quoi repose finalement une valeur? Sur ce qu'il appelle la décision, et ce que Weber appelle le décisionnisme, c'est effectivement le fait que chacun décide ce qui pour lui est une valeur. Et donc, aujourd'hui, on voit que chacun, il y a une sorte de marché des valeurs, et c'est celui qui soutient le plus bruyamment, si je puis dire, ces valeurs par un système de lobbying qui peut espérer se faire entendre et influencer le débat social. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a plus de... finalement, on a renoncé à aborder le champ moral, le champ politique, le champ social à partir de la recherche d'un bien objectif, discernable par la raison. Et là, il y a effectivement un basculement entre, disons, une manière plus traditionnelle, voire même encore dans le monde moderne. Même on pourrait penser à Kant, encore, un grand philosophe des Lumières qui considère qu'il y a une certaine objectivité du bien, et un basculement vers un monde qu'on pourrait appeler post-moderne. Et Nietzsche, sous ce rapport-là, est à la fois un témoin et un acteur de ce basculement dans ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, où il y a une sorte de foire aux valeurs perpétuelles, et où effectivement, il y a des retournements de valeurs, mais j'allais dire comme dans une bataille où parfois... c'est tel camp qui est plus fort, puis après c'est tel autre camp, mais c'est une sorte de foire d'empoigne qui n'a plus, qui est finalement le signe de cette crise profonde de la raison qui est déclarée ou qui se déclare elle-même incapable de discerner ce qui est objectivement bon et juste. Est-ce que vous pensez que les philosophes déconstructivistes, comme par exemple Michel Foucault ou Jacques Derrida, ont contribué à cette inversion des valeurs? Bien sûr, parce qu'eux-mêmes sont disciples de Nietzsche et considèrent que finalement les grandes distinctions qui étaient présentes dans la civilisation, disons, européenne, ces grandes distinctions structurantes, doivent être interrogées, et que derrière ces distinctions, finalement, il y a des rapports de force justement qui sont derrière ces valeurs qui s'opposent. Et donc, le phénomène de la déconstruction, dont par exemple, effectivement, Derrida ou Foucault peuvent être vus comme acteurs, le phénomène de la déconstruction, c'est de peu à peu de soupçonner que ces grandes distinctions, par exemple entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, entre ce qui structure une vie familiale, etc. Toutes ces distinctions, toutes ces différences qui sont de nature très différente, bien sûr, finalement sont toujours le fruit d'un découpage arbitraire qu'il s'agit de remettre en cause. Au profit de quoi? Au profit de quelque chose de beaucoup plus mouvant. C'est ce que les Américains appellent le queer, qui est présent dans le champ des revendications sexuelles, mais qu'on peut retrouver ailleurs. Le queer, c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est étrange, c'est ce qui refuse de rentrer dans des catégories binaires. Et donc cette hantise des distinctions, on peut dire que c'est un retour au tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est le terme hébreu pour désigner le monde juste après la création. Dieu crée le monde, et avant qu'il fasse les grandes différences, les grandes distinctions qui établissent la structure du monde et du cosmos et du monde humain, il y a un état de tohu-bohu qui est un peu comme le chaos de la mythologie grecque. Et finalement, des gens comme Foucault, d'ailleurs il le revendique lui-même, promeuvent d'une manière ou d'une autre le tohu-bohu. Alors pour revenir à des faits plus actuels, Emmanuel Macron, lors de son hommage pour le professeur Samuel Paty, a parlé maintes fois de valeurs républicaines, qui est un terme très flou et surexploité par les dirigeants et les médias. Alors Thibaut Collin, est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de prôner des valeurs abstraites plutôt que des valeurs concrètes? C'est clair que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'approche en termes de valeurs se vérifie particulièrement quant à l'incantation actuelle vis-à-vis des valeurs de la République.
qui sont sous un certain rapport évidemment tout à fait intéressantes et respectables, hein, qui peut être contre la liberté ou l'égalité ou la fraternité, mais qui finalement aujourd'hui, et ça c'est au cœur de l'esprit de notre époque, justement n'ont d'autres fondements que des choix. Alors on peut dire que c'est le choix de la République, mais finalement, j'allais dire le logiciel intellectuel de la postmodernité est totalement incapable d'affronter, par exemple, le défi de l'islam et des revendications des valeurs de l'islam, parce que finalement, c'est valeur contre valeur. Et donc, pourquoi finalement les valeurs de la République seraient-elles supérieures aux valeurs de l'islam? On va dire à chacun ses valeurs. Et j'allais dire, donc vous voyez qu'il y a une sorte de dédoublement. On est à la fois pour les valeurs de la République, mais comme ces valeurs de la République, elles sont minées de l'intérieur par une contre-culture déconstructionniste, finalement, ces valeurs de la République, au moment même où elles sont proclamées comme absolues et essentielles, en fait, sont comme subverties de l'intérieur parce qu'on a coupé leur véritable fondement. Et le véritable fondement de la liberté ou de l'égalité des personnes, c'est pas que ce sont des valeurs, c'est tout simplement que c'est l'expression de réalité anthropologique que la raison humaine peut découvrir et qu'il y a une vérité du fait que l'être humain est doué de liberté, mais une liberté, elle est ordonnée vers un bien, c'est pas une fin en soi, que l'égalité des personnes, c'est en tant qu'elles partagent une nature humaine commune, etc. Et que donc, tout cela a un fondement objectif, mais justement, on ne présente jamais justement la liberté, l'égalité ou la fraternité comme des principes qui renvoient à un ordre humain, à un ordre naturel, au sens du droit naturel classique, mais justement comme des valeurs. Et donc, en fait, à chaque attentat ou à chaque traumatisme national, on repart dans une sorte d'incantation envers ces valeurs, mais en fait, ça ne résout absolument rien et ça ne fait qu'accroître la crise dans laquelle on est, puisque, comme c'est votre question, ces valeurs sont complètement abstraites et que donc chacun peut mettre comme contenu ce qu'il veut, parce que si je dis que la liberté est une valeur absolue, la liberté, j'ai la liberté de mettre un burkini sur la plage si je veux, et puis l'autre a la liberté d'aller toute nue, enfin bref, donc finalement c'est une liberté purement formelle, pareil pour l'égalité, et donc on voit bien ici que on peut s'en servir dans tous les sens et que ça ne fait qu'accroître la dimension conflictuelle de nos sociétés qui sont de plus en plus fracturées et qui ne cessent de se fracturer parce que en fait, le diagnostic est mal posé et le remède qu'on prétend apporter à ce diagnostic ne fait qu'accroître en fait le mal. Les groupes les plus radicaux ont d'ailleurs bien repéré ce talon d'Achille. Les voix qui s'opposent aux groupes islamistes sont rapidement taxées d'islamophobie et celles qui s'opposent à l'indigénisme de racisme. En fait, il devient difficile de poser un jugement sans être soi-même jugé coupable de discrimination. Exactement, oui, c'est exactement ça. Il y a une, comment dire, on scie la branche sur laquelle on est posé. On le voit par exemple sur l'usage actuel du principe de laïcité, qui, au nom en fait de la laïcité, d'une laïcité vue comme une forme d'abstraction, veut lutter contre l'islamisme, donc veut lutter contre toute présence du religieux dans le champ social et politique, donc considère toutes les religions comme équivalentes sous ce rapport-là, et ça engendre, ça renforce la déchristianisation de notre civilisation. Or, c'est bien évident que notre civilisation, notre culture, et notamment la laïcité, repose sur des siècles et des siècles de civilisation chrétienne. Donc on voit bien ici qu'une certaine manière de comprendre la laïcité ne fait que, paradoxalement, accentuer la faiblesse de notre société et de la civilisation européenne pour justement lutter contre l'islam et contre la civilisation musulmane, l'islam comme réalité aussi sociale, juridique et politique, qui dès lors est forte de nos propres faiblesses. Ça me paraît assez clair. Passons maintenant de la sphère publique à la sphère privée, puisque désormais l'inversion des valeurs gagne nos foyers. Récemment, la même Assemblée nationale, qui a voté l'allongement du congé paternité, s'est prononcée pour l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens.
Alors, que pouvons-nous tirer d'une société qui défend la place du père dans les premiers jours du nouveau-né et qui, dans un même temps, est prête à priver un enfant de son père dès sa conception? Alors, on peut en conclure que c'est une société qui est complètement incohérente et qui, justement, n'est animée que par une approche strictement formelle des problèmes. Donc, globalement, tout ce qu'on a dit sur, par exemple, la liberté et l'égalité se traduit par cette formule de Didier Ribon, donc, qui est un intellectuel appartenant au lobby gay, qui dit bah, le plus de droits possible pour le plus d'individus possible. Donc, en fait, on aborde les choses en termes strictement de droits individuels. Donc, ça aboutit nécessairement soit à des conflits de droits, soit finalement à promouvoir des réformes qui effectivement apparaissent comme contradictoires. Mais dans cette optique, ça ne paraît pas contradictoire parce qu'on va dire, bah, si un couple de femmes veut avoir un bébé, bah, elle a le droit d'avoir il a le droit, ce couple, d'accéder à une PMA. Et puis, bah, le père de famille, il a le droit à rester plus longtemps avec son enfant. Mais en fait, on ne fait pas la jonction des deux, puisqu'en fait, on aborde tout qu'à partir du droit de l'individu, d'un individu qui est en fait complètement vu comme une abstraction, un individu égal X. Et on va donner des droits, finalement, en réponse à un travail de lobbying ou à une volonté d'arriver à une forme d'égalité abstraite. Et en fait, on voit bien qu'on arrive à des messages contradictoires. Mais c'est contradictoire parce que nous, on aborde les choses avec du recul et comment dire, un désir d'une anthropologie cohérente qui puisse animer en fait notre vie sociale. Mais dans une société pluraliste et en fait nihiliste, l'idée même que le corps social doit avoir une forme de cohérence anthropologique apparaît comme quelque chose de tout à fait rétrograde, pour pas dire pire. Et plus surprenant encore, à propos de cette infiltration de l'inversion des valeurs dans la sphère privée, l'adultère, depuis quelques années, est désormais publiquement encouragé, puisqu'on peut observer sur des bus ou dans les stations de métro les affiches du site Glidden, qui sont fiers de proposer à des hommes et à des femmes mariées des rencontres extra-conjugales. Jusqu'à présent, l'infidélité, et même dans la loi, dans le cadre du mariage, avait toujours relevé de l'interdit. Comment doit-on comprendre cette nouvelle promotion et même cette nouvelle commercialisation de l'adultère? Bah là, je pense qu'il y a la rencontre entre une jonction entre plusieurs phénomènes. D'abord, le phénomène des nouvelles technologies qui, évidemment, contribuent, comme beaucoup de sociologues l'ont montré, à individualiser de plus en plus les individus et les pratiques. Hein. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable donc, qui est un ordinateur qui peut se connecter à toutes sortes de choses et à toutes sortes de services. Donc, on pourrait dire qu'il y a une surindividualisation de l'individu qui est tout à fait cohérente, là pour le coup, avec le primat des droits de l'individu dont je parlais tout à l'heure. Donc, jonction entre ça, avec évidemment des marchés qui explosent en lien avec ces nouvelles technologies. On voit dans toutes sortes de domaines à quel point Internet et le numérique plus généralement modifient en grande partie des pratiques. Et donc, rend possible une forme de commercialisation de toutes sortes de choses qui jusqu'alors étaient en dehors du champ commercial. Alors, tout à l'heure, on parlait de la PMA. Alors, ce n'est pas directement lié aux nouvelles technologies, mais de fait, il y a une forme de commercialisation de ce qui avant était justement hors commerce, hors marché, à savoir la procréation humaine. Et là, en l'occurrence, bah, le marché de l'adultère, finalement, c'est l'exploitation de quelque chose qui existe depuis fort longtemps, à savoir la concupiscence, mais qui, de manière extrêmement cynique, pour des raisons évidemment strictement économiques, exploite cette concupiscence. Et c'est là où l'État a sa part de responsabilité, parce que évidemment, il serait tout à fait possible d'interdire, si ce nécessite, en tout cas la publicité sur la voie publique, et au titre, tout simplement, comme vous l'avez très bien dit, du Code civil. Hein. Comment se fait-il que dans le mariage civil, je ne parle même pas du mariage religieux, on se promet fidélité et assistance, et qu'en même temps, l'État accepte
qu'il y ait une promotion officielle de l'adultère. Donc là, en sachant évidemment le coût colossal du divorce, le coût social pour les enfants, pour l'immobilier. Donc, au contraire, l'État se devrait, s'il avait, on pourrait dire, un vrai souci du bien commun, mais ce n'est pas le cas de l'État libéral, libertaire qui est le nôtre. Si l'État avait un tant soit peu souci du bien commun, justement, il veillerait à promouvoir la stabilité des ménages et, par toutes sortes de choses, et notamment déjà en pénalisant ce type de site. Que diriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent l'importance des valeurs dans notre société ? Alors moi, je dirais justement, pour prendre conscience de l'importance des valeurs dans notre société, il faut arrêter de parler de valeurs, paradoxalement, et justement, comme je disais tout à l'heure, accepter de voir que… Alors, on peut avoir un bon usage du mot valeur, hein, je n'ai rien contre le mot valeur comme tel, mais il me semble qu'aujourd'hui, parler de valeurs, c'est, même si on parle de valeurs qui peuvent être en elles-mêmes tout à fait nobles et intéressantes, c'est d'une certaine manière valider tout ce que je disais tout à l'heure en termes de décisionnisme, de nihilisme, etc. Donc, il me semble qu'il faut essayer de changer de modèle ou de paradigme, pour prendre un terme un peu pompeux, et de se dire, je suis doué de raison, et quelle est la mesure de mes actes ? La mesure de mes actes, c'est d'essayer de discerner ce qui est juste dans ma relation avec autrui et dans ma propre relation, et ce qui est bon. Et donc, ce discernement du bien qui est au cœur de la philosophie morale et finalement de l'éducation morale, même encore aujourd'hui, hein, parce que, Dieu merci, le monde humain ne se réduit pas au discours de certains intellectuels ou au discours médiatique. Finalement, quand j'éduque mon enfant, j'essaye de lui transmettre non pas tant des valeurs, mais de lui faire expérimenter la bonté de certains actes. Et donc, me semble-t-il, il faut essayer d'aborder le monde humain, donc l'éducation d'autrui et sa propre auto-éducation, en termes de vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? C'est une disposition à poser des actes bons. Et finalement, quand j'éduque mes enfants, je cherche à ce qu'ils acquièrent une vertu de justice, qu'ils soient courageux, qu'ils soient capables d'être attentifs à autrui. Bref, d'acquérir ces dispositions intérieures objectivement bonnes qui sont un bénéfice à la fois pour ces personnes et pour leurs relations. Eh bien, merci beaucoup Thibaut Collin pour cet éclairage. Quant à vous, chers auditeurs, merci aussi de nous avoir écoutés. Vous avez du bon sens, alors n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos plateformes d'écoute et à nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines émissions. Et à très bientôt sur le Plumeau.